Bien, bonjour mesdames, messieurs. Monsieur le Premier ministre, cher Alexander, merci beaucoup d'être à Paris aujourd'hui et je suis vraiment ravi de vous accueillir pour la première fois depuis votre prise de fonction et pour un déjeuner de travail et amical qui a permis d'aborder beaucoup de sujets d'intérêt commun, aussi bien bilatéraux qu'européens. Nos deux pays, ça n'échappe à personne, partagent des liens quotidiens extrêmement forts. La frontière commune en est un des traits structurants et je tiens à souligner à quel point d'ailleurs la coopération que nous avons eue depuis le début de la pandémie nous a permis d'agir en Européens de part et d'autre en la matière, de coordonner depuis le printemps dernier notre réponse sanitaire, de maintenir la frontière ouverte, de permettre le travail transfrontalier. Nos deux pays sont unis par cette géographie et cette volonté aussi d'agir en Européens. Nous avons plus longuement évoqué l'évolution de la pandémie de part et d'autre, les décisions que nous avons pu prendre et la coordination qui est aujourd'hui la nôtre en matière de gestion des prochaines semaines sur certains secteurs d'activité particuliers qui seront extrêmement sensibles pour les semaines qui viennent, mais également gestion des tests, gestion de la stratégie vaccinale, où ensemble nous portons autour de la table du Conseil européen une volonté de très forte coordination européenne. Nos deux pays sont également unis par la solidarité et une lutte commune face au terrorisme. Là aussi, notre coopération bilatérale est exceptionnelle, tant sur le plan des services de nos forces de sécurité que de nos justices. Cette coopération doit être sans cesse amplifiée et devra maintenant être prolongée au niveau européen, où nous aurons l'occasion de plaider pour un renforcement de l'action de l'Union européenne en la matière, et ce sera d'ailleurs l'un des sujets du Conseil de décembre. Coopération en matière de mesures sanitaires, de lutte contre le terrorisme, j'aurais également pu citer l'énergie, l'Afrique, bien d'autres domaines que nous avons évoqués ensemble. Les coopérations bilatérales sont en effet nombreuses et exemplaires. Elles se poursuivent évidemment dans le cadre de l'Union européenne où nous portons une ambition commune et que nous avons pu là aussi balayer au regard des nombreux sujets du prochain Conseil européen. Sur le climat, l'Union européenne devra aussi être au rendez-vous des 5 ans et les 10 et 11 décembre, nous serons à la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris et nous aurons à réviser notre objectif de réduction des émissions d'ici à 2030 à moins 55%. Belgique et France sont pleinement alignés sur ce sujet et convaincus que l'Union européenne doit poursuivre son rôle moteur dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous aurons aussi l'occasion la semaine prochaine d'évoquer les relations extérieures de l'Union européenne, évidemment bâtir un nouvel agenda transatlantique avec les États-Unis et le renouvellement d'une administration qui partage pleinement nos valeurs communes en matière de démocratie, de climat, de multilatéralisme, de sécurité. Nous devrons également tirer les conclusions des actions hostiles de la Turquie et faire le suivi de nos conclusions du Conseil d'octobre, malgré la main tendue à ce moment-là par l'Union européenne. C'est, à mes yeux, un sujet tout à la fois de crédibilité et de souveraineté pour notre Union. Enfin, nous avons également évoqué les négociations en cours sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nos deux pays sont parmi, il faut bien le dire, les plus concernés par un Brexit que nous n'avons pas choisi, je le rappelle. Et nous serons particulièrement vigilants aux conditions de concurrence équitable, aujourd'hui et dans la durée, et à la question de la pêche. La préservation des activités de nos pêcheurs dans les eaux britanniques est une condition essentielle. Les justes règles du marché, dans la durée, le sont également. Sur ce sujet du Brexit, notre position a été constante. Un accord doit permettre une relation future équilibrée et la France n'acceptera pas un accord qui ne respecterait pas nos intérêts dans la durée. Voilà les quelques mots que je souhaitais faire en compte-rendu rapide de l'entretien que nous venons d'avoir, au-delà des nombreux sujets que nous avons pu développer ensemble. Mais je voulais vraiment te remercier à nouveau, cher Alexander, pour cette visite à Paris et pour les échanges
très directs et amicaux que nous avons pu avoir une fois encore. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Cher Emmanuel, on avait eu l'occasion de se parler avant à Bruxelles lors des Conseils européens. Très content de pouvoir le faire ici à Paris et de débattre plein de sujets. Vous en avez évoqué quelques-uns à un moment spécial. C'est clair que nos pays, mais en fait l'Europe entière, est quand même face à d'énormes défis. Défis sanitaires avec la crise Covid, défis économiques avec une situation économique qui est clairement pas facile. Et à côté de cela, on a plein d'autres défis à affronter. Réchauffement climatique, menaces terroristes, contrôler les vagues migratoires, etc. Et en fait, je pense que la question à se poser, c'est, disons, dans 10 ans, dans 20 ans, si mes enfants se poseraient la question, comment vous avez fait? En fait, comment vous avez géré ce moment-là? Je pense que la réponse qu'on devrait donner à ce moment-là, c'est ensemble, en Européens. On a confronté tous ces défis en se comprenant et en comprenant qu'ensemble, on peut arriver beaucoup plus loin. C'est pour ça que du côté belge, on soutient complètement le projet de résilience stratégique européenne pour qu'on puisse avoir des atouts dans la matière de l'énergie, dans la défense, dans les secteurs économiques vitaux. Pas parce qu'on veut entrer en concurrence avec nos alliés, mais parce qu'on veut être des meilleurs alliés. Aussi, par exemple, par rapport aux États-Unis, cette alliance transatlantique est une alliance importante, mais je pense que d'un point de vue européen, ça doit être très clair qu'on a du travail à faire pour qu'on soit des meilleurs alliés dans un monde qui est en plein mouvement. Comme vous l'avez dit, quelques sujets spécifiques dont on a parlé, clairement la Covid. La Covid où quand même on a fait tout un trajet. Si on regarde le début de la crise, avec les difficultés qu'on avait quand même au niveau européen d'un point de vue de coopération, si on regarde où on est maintenant, on a pu sauvegarder le fonctionnement du marché unique avec les green lanes, etc. Ce qu'on fait ensemble dans le domaine des vaccins est une vraie histoire que je pense que personne n'avait pensé qu'on pourrait le faire tellement rapidement avec une coopération tellement intense. Et puis, il y a plein d'autres sujets, des testings, etc., où on voit que cette coopération européenne porte des fruits, pas à long terme, pas uniquement stratégiques, mais vraiment concrets pour la population. Une population qui, en fait, attend ces vaccins et qui comprend que cette coopération européenne a vraiment été instrumentale. Dans le même ordre d'idées, clairement, les vacances en Europe sont un sujet important. On en avait parlé avant. Il est clair que du côté belge, on apprécie beaucoup la position française par rapport au sujet des infrastructures de ski lors des vacances de Noël. Je pense qu'on aime tous beaucoup les vacances d'hiver. Il y a beaucoup de Belges qui viennent en vacances en France. Mais je pense qu'il faut être clair que maintenant, dans la situation qu'on est, c'est vivement déconseillé. On aura après tellement l'occasion de venir en vacances dans votre merveilleux pays, comme vous le savez très bien. Les Belges, on aime bien venir en vacances en France, comme il y a beaucoup de Belges qui aiment bien venir en Belgique aussi, naturellement, pour beaucoup de raisons. Et j'espère que plus de coopération au niveau européen dans ce domaine-là, qui est vraiment dans les semaines à venir, j'espère qu'on puisse y parvenir. Par rapport au Brexit, Emmanuel, comme tu l'as dit, on ne l'a pas souhaité. Un accord est important, mais naturellement pas à tout prix. Et garder une position économique équitable entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est clairement l'élément important pour nous. Mais c'est clair qu'on est quand même dans les dernières minutes d'un match de foot. Alors, un but décisif peut se faire dans la dernière minute autant que dans la première minute, mais on est quand même dans un moment où il faudrait vraiment voir si c'est possible d'avancer et pour obtenir un accord qui soit équitable. Dernier sujet, peut-être climat.
qui clairement, et je pense qu'on partage cela complètement, cette transformation vers une économie plus numérique et plus durable, c'est un enjeu humain, c'est aussi un enjeu technologique. Est-ce qu'en Europe, entre nous, on va sauver le monde? Peut-être pas, mais la technologie européenne, elle peut le faire. Et prendre ce virage vers une économie plus durable, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu technologique. Finalement, cette question économique et technologique peut être une solution, et clairement, on doit le voir d'un côté stratégique de ce point de vue-là. Donc, je me suis réjoui d'avoir l'occasion de pouvoir discuter tout cela ensemble, et je suis convaincu que dans un monde avec tellement de défis, une bonne compréhension au niveau européen, mais certainement entre la Belgique et la France, sera toujours un atout pour nos deux pays. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. On a deux questions maintenant. Bonjour, Rachel Crivellaro, journaliste pour la télévision belge RTBF. Alors j'avais une question pour vous deux. Vous avez évoqué donc cette coopération sanitaire tant au niveau européen que bilatéral. Alors très concrètement, est-ce que la France compte aider la Belgique pour limiter au maximum les déplacements sur son territoire, en concertation éventuellement avec la Belgique? On vous a évoqué les stations de ski, mais on pense également aux week-ends et aux visites à Paris, dans la belle capitale. On sait que la Tour Eiffel va rouvrir bientôt. Et qu'en est-il également pour limiter les déplacements dans les centres commerciaux transfrontaliers qui attirent quand même pas mal de Belges? Et toujours dans l'idée des festivités de fin d'année, Monsieur Macron, je ne sais pas si vous le savez, mais donc en Belgique, on a pris comme mesure de limiter au maximum les contacts sociaux lors des réveillons, notamment en limitant la bulle de contact à une personne. Est-ce que vous pensez que ce genre de mesure peut être envisageable en France? Merci. Je pense qu'on avait déjà légèrement parlé du sujet par rapport aux vacances de ski. D'abord, les déplacements transfrontaliers entre la Belgique et la France, elles sont importantes. Il y a des milliers de gens chaque jour, des Français qui viennent travailler en Belgique, des Belges qui viennent travailler en France, et ça, clairement, on veut continuer à pouvoir le faire. D'ailleurs, des Belges qui viennent faire leur shopping à Lille ou à Roubaix, et dans l'autre sens, on veut qu'on puisse continuer à le faire. Je pense spécifiquement par rapport aux vacances, tout ce qui n'est pas nécessaire, on le déconseille vivement. Comme je l'ai indiqué, on sait que quand on revient ce qu'on appelle une zone rouge, il y a des mesures de quarantaine qui sont à respecter, et qu'on fera des contrôles pour que ces mesures soient respectées. Comme vous le savez, il y a un document à remplir, il y a un isolement à respecter après cela. Et je pense que dans la situation sanitaire qu'on est, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Alors, pour ce qui est des déplacements, vous le savez, jusqu'à la mi-décembre, nous restons en France dans un régime qui est celui de l'autorisation. Donc, on est autorisé à se déplacer pour travailler, pour faire ses courses. Et sinon, c'est limité à 3 heures et 20 km, ce qui réduit justement très fortement les déplacements avec ce régime de l'autorisation. Ça fait partie de notre différence, même si on se coordonne. Si les résultats sont bons, ce sera levé à partir de la mi-décembre. Il y aura une autorisation de circuler, mais avec la même doctrine, si je puis dire, et la même recommandation, c'est de le limiter aux déplacements strictement nécessaires pour se retrouver en famille, pour les familles qui veulent se retrouver au moment des fêtes. Mais là aussi, strictement nécessaire, en réduisant le brassage et la multiplication des contacts. Donc, jusqu'à la mi-décembre, il y aura cette autorisation qui limite. Et ensuite, il y a un appel à la responsabilité avec cette recommandation de ne pas avoir des déplacements au-delà du nécessaire et au-delà de, je dirais, les tout proches avec lesquels on veut se retrouver pour les fêtes. Ensuite, on va évidemment se coordonner pour permettre justement d'éviter les brassages trop importants dans des zones qui pourraient être infectieuses, on le sait. Ça fait partie des éléments de contrôle aussi qu'on pourra mettre à certains points de manière totalement coopérative. On l'a fait aux aéroports, par exemple, et on va continuer. Et on sera très vigilant là aussi pour regarder s'il y a des mouvements qui nous inquiètent de part et d'autre. Ensuite, pour ce qui est des fêtes de fin d'année, il y a une concertation qui se poursuit
avec tout le secteur touristique de la montagne et qui est conduite par le Premier ministre et les ministres compétents. Et je sais l'angoisse en France à la fois des élus de montagne et des professionnels. On fait tout, nous, pour stabiliser économiquement, si vous voulez, les saisonniers, parce que c'est un enjeu économique, pour pouvoir recommencer au plus tôt possible en janvier quand on aura une visibilité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde encore l'épidémie qui est là, le virus qui quand même circule, est-ce qu'on peut légitimement recommander à nos concitoyens d'aller, venant de tout le pays ou de toute l'Europe, dans des stations où on sait qu'on se retrouve, qui sont des lieux de brassage, ou à partir, pardon d'être un peu comme ça ancillaire, mais c'est comme ça que la vie se passe, où le midi, il faut bien manger quelque part, donc on aura la question de rouvrir des restaurants, ou le soir, il fait nuit à partir de 17 h, quand on est à la période de Noël, on se retrouve dans des lieux qu'on a loués, à plusieurs, et on sait que c'est comme ça qu'on s'infecte. Donc ça, on cherche plutôt à l'éviter. Je crois que c'est un élément de bon sens, c'est pour ne pas sacrifier tous les efforts qu'on fait depuis des semaines les uns les autres. Maintenant, il faut de la coordination européenne sur ce point, parce qu'on n'est pas tous exactement alignés. Nous le sommes avec l'Allemagne parfaitement. On veut aussi convaincre nos partenaires. Je sais que l'Italie aussi est sur cette ligne. En tout cas le président du Conseil, et donc on va continuer de travailler pour aller dans ce sens-là. Ensuite, chacun a ses recommandations. Nous, on a eu cette règle du 6 à table, qui est une recommandation, parce qu'on ne va pas aller vérifier à la table de nos concitoyens. Donc, je pense que c'est esprit de responsabilité et bon sens. Donc, je sais qu'en Belgique, la bulle sociale est quelque chose qui est un concept qui a été beaucoup partagé. Nous, on a mis un peu la règle des 6 à table qui est partagée. Je pense après, il faut du bon sens. Il y a des familles qui sont à 7 ou 8. Voilà, il faut faire attention, on sait comment se passent les infections. Donc dans ce moment de fête, c'est l'esprit de responsabilité et nous on gardera un couvre-feu à 21 h, sauf le 24 décembre et le 31 décembre. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué ensemble une coordination européenne concernant la stratégie vaccinale. Expliquez-vous, très bientôt va débuter une bataille industrielle et logistique au niveau européen concernant la production et l'acheminement d'un vaccin. L'Europe est-elle prête à relever ce défi lorsque l'on sait qu'elle n'a peut-être pas toujours été à la hauteur? Cela a été évoqué par le Premier ministre belge. Et pour rebondir sur la question de nos confrères belges, la majorité des pays d'Europe appellent à fermer les stations de ski. Certains pays non. La Suisse, par exemple, êtes-vous prêt à instaurer une quarantaine, Monsieur le Président, pour toute personne revenant de cette région, pour ne pas sacrifier tous les efforts faits, pour reprendre vos propos? Alors, pour être très concret sur la deuxième question, oui. S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes, nous aurons des mesures, en effet, de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de, si je puis dire, de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives. Je vous le confirme, et elles seront affinées dans les prochains jours avec le gouvernement et en fonction aussi de cette clause de revoyure qu'on a prévue vers le 11 décembre avec le Premier ministre. Sur le sujet des vaccins que vous évoquez, je vais être très clair et vous dire que là-dessus, nous avons quand même beaucoup travaillé depuis le printemps tous ensemble, en lien très étroit avec la Commission européenne, et je veux saluer l'implication de la Commission européenne en la matière, pour éviter justement une guerre ou une stratégie non coopérative entre les États européens. Nous avons agi en Européens pour réserver les doses de vaccins et les produire au maximum en Europe. Et donc à chaque fois qu'il y avait des prospects de vaccins, qu'ils soient d'ailleurs américains, européens, y compris hors de l'Union européenne, je pense à des prospects britanniques, nous avons réservé les doses, nous avons réservé aussi les capacités pour produire en Europe. Nos pays d'ailleurs sont des pays de production de certains de ces vaccins. Et avec donc des doses qui sont très réservées par la Commission européenne et une clé de répartition entre les États membres en fonction de la population. Et donc, ceci est fait de manière totalement coopérative pour éviter justement ces stratégies qui auraient été sinon une espèce de course contre-productive. Donc pour ce qui est de la réservation des vaccins qu'on a identifiés comme étant, je dirais, pertinents et de leur production, nous sommes totalement en européen. Et ensuite, ils seront alloués en fonction de cette clé de répartition que j'évoquais, avec une logistique qui sera assurée jusqu'au point que nos pays déterminent par les industriels.
Ensuite, il y a une stratégie vaccinale qui sera déclinée, elle, nationalement, et qui dépend de la recommandation de nos autorités sanitaires. La Haute Autorité de Santé pour la France a donné des recommandations en début de semaine, et nous aurons d'ailleurs, dans les prochains jours, à décliner cette stratégie, et là-dessus, ça dépendra de nos autorités de santé. Nous aurons aussi la volonté d'être coordonnés. Il peut y avoir des différences qui sont celles de l'appréciation de nos autorités de santé. Il y aura une première phase qui commencera dès que possible, c'est-à-dire dès qu'il y aura eu homologation des autorités sanitaires européennes et fourniture des doses dans nos pays. On le voit bien entre fin décembre et début janvier vraisemblablement. Il y aura une première campagne de vaccination qui, elle, sera très ciblée, avec des vaccins de première génération sur lesquels on a peu de recul, dont les conditions de conservation et de logistique sont assez complexes, moins 80 ou moins 20 degrés à ce stade des conditionnements, et qu'on va plutôt réserver sur en tout cas les publics les plus sensibles. Ce ne sera pas une politique vaccinale grand public, compte tenu des doses auxquelles nous aurons accès pour tous nos pays, et compte tenu de la stratégie retenue. Et on aura vraisemblablement une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui, elle, sera plus large et plus grand public, et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre. Et là aussi, il revient à chacun de nos pays de définir les règles de cette stratégie. J'ai pu dire il y a quelques jours aux Françaises et aux Français que nous n'aurons pas une stratégie de vaccination obligatoire, mais qu'on cherchera à vacciner le plus grand nombre par une stratégie de conviction et de transparence. Mais ça ne sera pas, si je puis dire, dès décembre-janvier, ce sera plutôt quelque part autour du printemps, vraisemblablement. Et on aura enfin une stratégie là aussi européenne de solidarité, parce que si on veut éradiquer ce virus, il ne faut pas simplement l'éradiquer dans nos pays en Europe, il faut chercher à l'éradiquer dans le monde entier. Les grands pays développés auront les mêmes approches que nous, peu ou prou, mais il nous faut aider les pays émergents ou en développement qui auront beaucoup plus de mal à acquérir ces doses de vaccins. Et donc la stratégie ACTA que nous avons mise en place, là aussi, en européen, mais avec d'autres membres du G20, avec en particulier aussi pays africains et la coordination de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de nous mettre en situation d'acheter des doses ou de mettre à disposition certaines de nos doses pour les pays les plus pauvres qui en ont besoin et pour lesquels cette stratégie serait aussi pertinente. Oui, d'abord, vous avez utilisé le mot une bataille entre les pays et je pense que ça, vous l'avez très bien expliqué, il n'y aura pas une bataille entre les pays européens parce qu'on l'a fait ensemble. On a préfinancé un nombre différent de projets et là on voit que les résultats commencent à venir et on a été très clair par rapport au respect de cette mutualisation qu'on a faite et je pense que c'est un vrai succès de voir quand même un vaccin qui se développe dans l'espace d'un an, même moins qu'un an. C'est tout à fait extraordinaire ce qu'on a parvenu à faire et c'est grâce au volume européen qu'on utilise et qui est vraiment au service de notre population entière. Comme en France, il y a un côté logistique en Belgique qui sera très important parce qu'il y a beaucoup de production des vaccins qui sera faite en Belgique. Plusieurs producteurs produiront pour les Européens, mais aussi pour le monde entier. Donc, l'aéroport de Bruxelles sera une plaque tournante logistique et tout est prêt pour pouvoir gérer cela. Par rapport à la logistique d'application du vaccin pour la population belge, c'est clair, on sera prêt quand le vaccin sera prêt. On voit qu'il y a des procédures d'homologation qui ont cours maintenant. On est en pleine préparation. Quand les vaccins seront là, on sera prêt à le faire. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a une séquence. En Belgique, c'est très clair que la première priorité sera les gens qui travaillent dans les soins, parce que naturellement, ils sont beaucoup plus exposés que d'autres, et garder un système des soins qui soit robuste et qui peut absorber les chocs que nous avons vus sera une grande priorité. Après cela, les personnes les plus vulnérables, mais c'est clair que ce sera un effort de plusieurs mois. Vacciner toute une population européenne, des centaines de millions d'Européens, ça prend du temps à produire tous ces vaccins et à pouvoir fournir tous ces vaccins jusqu'à tout le monde en Europe. Par rapport
au contrôle des vacances de ski. Je pense que vous l'avez très bien expliqué. Je pense que naturellement, il faut qu'il y ait une solidarité entre les pays européens et certains qui sont à nos frontières. Je pense qu'on ne peut pas demander à nos stations de ski d'arrêter leurs activités et de voir que des gens se déplacent. Mais en fait, nous tous, vous n'avez pas besoin d'un virologue pour savoir que si c'est interdit en France, que de le faire dans un autre pays, que c'est peut-être pas très intelligent de le faire. Donc quand même, si on a des règles chez nous, il y a une bonne raison pourquoi on a des règles chez nous. Mais en Belgique aussi, c'est clair qu'on fera des contrôles. On fera des contrôles aux frontières d'une manière focalisée pour regarder si les gens qui retournent ont rempli leurs documents et si l'isolement et la quarantaine soient respectés. Il est vivement déconseillé de voyager. Si vous trouvez que c'est nécessaire, après cela, il faut respecter la période de quarantaine. Merci à tous. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci.